Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rouchon Christophe, je suis le product manager de la solution Visiative PLM, anciennement appelée Odros. J'aurai le plaisir de vous faire cette présentation ce matin. Je resitue un peu ce qu'on appelle le PLM, c'est-à-dire la gestion du cycle de vie produit parmi les différents piliers chez Visiative. Nous avons le pilier Consult, nous avons le pilier Engage et le pilier Connect. Donc, Connect, c'est toute la zone de mise en relation, de partage de bases de connaissances et d'animation de clubs. La partie PLM est un des éléments majeurs de la zone Engage sur la partie gestion du cycle de vie produit. J'ai décomposé la présentation suivant 3 thématiques. La première thématique, c'est de revenir un petit peu sur l'historique des versions, sur la documentation des versions. Ensuite, nous ferons un zoom, alors certes un peu plus destiné à des administrateurs, mais ça permet de mettre en évidence les évolutions technologiques et techniques de l'application Visiative PLM. Et enfin, nous terminerons sur la partie la plus importante pour moi, toute la partie rendu utilisateur, qu'est-ce qu'on apporte de nouveau pour les utilisateurs. Donc, on fera une part belle aux démonstrations dans la 3e partie du chapitre. Donc, sur l'historique des versions, on a retravaillé le portail de Visiative PLM. Donc, ce portail-là qui était accessible ici, je vais de suite rentrer dans la zone de présentation. Voilà, le plus simple, je vais ouvrir directement en passant par l'onglet. Donc, cette zone est très importante. C'est une zone où vous retrouvez en français et en anglais tout l'historique, tout ce que vous devez savoir sur le produit. C'est votre point d'entrée principal pour dès que vous avez des questions à vous poser sur les versions, le contenu, les dates de mise à disposition, etc. Donc, on a séparé cela en 4 zones. La première zone, ce sont les prérequis techniques. Donc, les prérequis techniques vous permettent d'avoir toute la vision de l'architecture du produit avec les différentes mises à jour. Notamment, ici, puisque nous sortons la version 2025, vous avez la nouvelle architecture sans callback qui est présentée, ainsi que les caractéristiques, par exemple, du serveur, si vous voulez mettre en place le viewer 3D, quelles sont les caractéristiques serveur nécessaires. On va retrouver aussi dans cette zone-là le détail des changelogs. Donc ça, c'est très important parce que ça vous permet de télécharger directement le changelog de la version. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la version 2025 en 0.0 pour l'instant. Donc, vous avez directement la description en français et en anglais. Vous retrouvez le What's News. Donc, tout ce que je vous explique est disponible dans un What's News en français ou en anglais. Et vous avez le détail de toutes les grandes fonctionnalités au sein de l'application avec des petites vidéos sous forme de GIF animés qui vous permettent de vous projeter dans l'utilisation du logiciel. Et enfin, la dernière zone qui est aussi très importante, c'est la timeline des versions. Vous savez exactement quelles sont les versions qui sont supportées avec leur date de fin de support. Vous pouvez retrouver sous forme Kanban cette partie-là pour pouvoir avoir des fils directement pour retrouver toutes les éditions ou les pages relatives à une version avec le descriptif. Donc, cette partie-là est très importante. C'est l'accès à cette information-là au travers du portail Visiative. Vous retrouvez tous les prérequis, les changelogs, les What News et les timelines. Alors maintenant, projetons-nous un peu du côté administrateur. Qu'est-ce que nous avons changé au niveau du cœur? Qu'est-ce qui structurellement a changé au niveau du produit, mais qui ont des impacts majeurs sur le produit? Donc, on va discuter autour de 4 thématiques. La mise à jour des composants techniques, la gestion des droits avec les ACL. Donc, les ACL, c'est Access Control List. On va parler de l'arrêt du callback et on va ouvrir un chapitre sécurité. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est juste pour vous montrer qu'on a des évolutions de versions de logiciels. Donc, c'est pour vous passer en revue les différentes évolutions techniques. Donc, nous sommes passés, vous avez ici les nouvelles versions qu'on va utiliser au niveau interne sur le produit. Un des gros changements, en fait, il est multiple. On a décidé de retravailler sur un concept de ce qu'on appelle de droit à l'objet via des access control list, des listes de contrôle d'accès, et avec un double concept, à la fois de faire porter cette étiquette d'ACL par tous les objets. Donc, ça permet de nous dire qu'on descend les droits
à l'objet directement et pas uniquement à la classe, mais aussi on est rentré dans un concept beaucoup plus fédérateur d'être capable d'appartenir à plusieurs rôles. Donc ces éléments-là, on les a mis en évidence au travers d'une nouvelle interface d'administration qui s'appelle la configuration. C'est ce qui préfigure ce que nous sommes en train de développer pour remplacer tous les outils tels que SE Manager et Model Shape. Pour l'instant, on n'a apporté que la gestion des utilisateurs et la gestion des rôles et ACL, mais par la suite, cette interface-là va porter l'intégralité du paramétrage de Visiati PLM. Notre objectif, c'est d'arrêter Model Shape et d'arrêter SE Manager. Ce n'est pas encore le cas, je vous rassure, mais c'est petit à petit, on fait monter les fonctionnalités dans cette interface d'administration. Donc, cette première interface, c'est finalement d'avoir l'affectation des utilisateurs, donc la création des utilisateurs, la gestion des niveaux et surtout l'affectation des rôles. Et chose très importante au niveau de la gestion, maintenant, vous pouvez appartenir, on peut affecter plusieurs rôles, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Ça nous permet d'avoir une multi-affectation. Un utilisateur lambda peut appartenir à plein de rôles. Vous voyez, l'administrateur ici cumule tous les rôles. Je vous rappelle, version 2024, un utilisateur, un groupe ou un niveau ne peut avoir qu'un seul rôle. Version 2025, un utilisateur, un groupe ou un niveau peut avoir plusieurs rôles. Ensuite, pour la gestion de ces rôles, on va créer un couple qui va s'appeler la gestion des rôles et des ACL. Et on va pouvoir définir pour des rôles, déclarer des listes de contrôle, des listes ACL, Access Control List, et surtout de créer une affectation entre le couple ACL et rôle, ce qui me permet de dire qui a le droit ou pas de manipuler tel ACL. Voici, ce sont les rôles qui ont le droit de le faire. Et pour chacun de ces couples ACL rôle, je vais pouvoir descendre dans le niveau de la définition des autorisations comme on le faisait habituellement. Maintenant, vous allez me dire comment on fait pour affecter l'ACL. Eh bien, tout simplement, sur chacune des classes que l'on va définir, on aura ce qu'on appellera l'ACL par défaut. Et dans certains cas, on va pouvoir dire, attention, il y a des règles à l'objet. Donc, les règles à l'objet, ça va être par exemple de dire, si ce critère-là est égal à tel autre, alors cela deviendra tel ACL par rapport à tel autre. Imaginons, je prends l'exemple le plus facile à comprendre, je crée l'ACL qui s'appelle confidentiel défense. Je vais pouvoir dire, si jamais le type du document est égal à ça, alors l'ACL sera ceci. Alors que la classe, de manière générale, la classe documentaire, peut être affectée à une autre ACL. Donc, cette partie-là est quelque chose qu'il va falloir un tout petit peu d'accompagnement qui permet de simplifier au maximum la gestion des droits et de la rendre beaucoup plus usuelle pour tous en séparant le sur quoi on fait la chose, c'est-à-dire l'ACL, et qui peut la faire, le rôle. Donc, c'est bien la combinaison du rôle et de l'ACL qui permet de savoir ce que l'on peut faire. D'où la notion rôle, classe d'objet et objet, ACL et rôle qui sont très, très importantes. Donc, cette organisation, gardez bien en tête qu'on peut cumuler maintenant plusieurs rôles et qu'ensuite, chaque objet porte son ACL qui permet de déterminer son niveau d'accès. Autre changement très important, c'est l'arrêt du callback tel qu'on le connaissait. Alors, on peut mettre tout un tas de termes, le callback RMI, Corba, qui étaient quand même des choses qui étaient implémentées depuis 2001 sur la version Odros, qui permettaient d'interagir entre l'environnement local et le serveur. Donc, tout cela, on a arrêté ce protocole pour le remplacer par ce qu'on appelle un protocole SSE, Server Sent Event, et uniquement par un seul canal qui est le canal HTTPS. Donc, ce canal va permettre de faire passer toutes les informations et on n'a plus ces actions qui sont redirigées via les ports avec des ouvertures de ports particulières qui permettaient de faire marcher le protocole RMI Corba de Java. Attention, ça ne veut pas dire que vous perdez toutes les fonctionnalités. On les a migrées de telle sorte qu'elles vont passer par ce qu'on appelle un agent. Et pour justement, si vous voulez, ces fonctions enrichies de Visiati PLM, il suffira d'installer l'agent qui s'assurera la communication entre, je dirais, l'environnement local et le serveur, dans lequel il y a des interactions avec des fichiers à avoir. Mais vous pouvez travailler totalement déconnecté sans avoir besoin d'installer un agent en permanence pour un maximum de fonctionnalités. Donc ça, ce sujet-là est important. Ça veut dire une refonte de l'architecture. Pour vous, utilisateurs peu sensibles,
mais côté infra, côté ouverture et droit, on va pouvoir tout faire passer les flux, HTTPS pour les données, et on garde aussi du FTPS pour la partie transfert des attachements. L'autre point très important au niveau sécurité, on fait évoluer les choses, c'est que chaque année, on fait des campagnes de pentest. Là, par exemple, sur les 12 derniers mois, alors j'ai écrit ces slides il y a déjà 2-3 mois, on va dire sur les 15 derniers mois, on a fait 2 campagnes complètes de pentest et ça nous a permis de lancer des travaux exploratoires et des analyses approfondies sur un certain nombre de sujets que vous voyez à l'écran. Donc, on a amélioré certains fonctionnements, notamment on est venu verrouiller des fonctionnements autour des injections SQL pour faire en sorte qu'on n'ait plus que ça ne soit plus possible. On est venu traiter un certain nombre de cas et vérifier. Dans certains cas, il n'y avait pas d'action corrective à porter. Dans d'autres cas, il y avait des actions correctives à mener. Donc, on est venu renforcer le produit sur ces différents axes ou vérifier comme quoi il était déjà à un niveau élevé de sécurité. Donc, voilà un peu à titre les différentes pistes exploratoires sur lesquelles ont été menés les pentests. Alors, je ne vous rends pas dans le détail, plus à même dans le détail. Pour cette partie-là, vous avez le changelog qui documente tout ceci. Voilà de manière assez rapide sur un point de vue administrateur. Donc, sur la partie administrateur, on a parlé des composants qui ont été mis à jour. On a parlé de cet enjeu majeur qui est le changement pour la gestion des droits au travers des utilisateurs, plusieurs rôles et la gestion des ACL. Et aussi des éléments de sécurité qu'on est venu rajouter. Et en termes d'infrastructure, le principal élément nouveau, c'est qu'il n'y a plus besoin des protocoles RMI. Donc, on est beaucoup plus compatible avec des usages standards, notamment au niveau des VPN, puisqu'on ne va passer que par du flux HTTPS et FTPS. Maintenant, on va se projeter côté utilisateur. Bon, je vois déjà qu'il y a quelques questions qui sont apparues dans la zone. Je prendrai le temps d'y répondre en fin de session. Du point de vue utilisateur, je vais vous présenter 2 gros axes. Le premier axe, le premier chapitre qui va correspondre à la visionneuse 3D des éléments CO, donc la mise à disposition gratuite quand vous êtes en mode abonnement avec Visiati PLM d'une visionneuse 3D multi-CO. Donc, on va regarder ça ensemble. Et ensuite, on ira aborder des améliorations de l'expérience utilisateur sur les apps sur un certain nombre de critères. Premier critère, le partage de la conception. Donc, le partage de la conception, en fait, là, ce que je vais faire, je vais tout simplement vous faire une présentation en direct live. Ça sera beaucoup plus intéressant, sachant que quand vous téléchargerez, vous aurez la petite vidéo d'animation que vous pourrez rejouer à volonté. Donc, regardons ce qui se passe côté application. Je vais aller dans la zone bureau d'études. Alors, là, c'est parce que je suis sur la partie, je vais partir d'un produit. Donc, à partir des produits, je vais me retrouver avec la possibilité sur un clic droit de déclencher le visionnage de l'aperçu 3D. Donc, c'est un nouveau menu qui va apparaître, qui va s'appeler aperçu 3D. Cet aperçu, en fait, finalement, il va se baser sur une conversion qui a été préparée, une conversion de votre conception dans un format d'affichage spécifique pour le rendre beaucoup plus rapide et totalement indépendant de vos outils de CO. À partir du moment où vous rangez la CO, on est capable de la convertir pour la transformer, la rendre utilisable par les autres utilisateurs. Donc, il y a 2 cas de figure. Soit on est sur un changement, une conversion à la volée, c'est-à-dire que le système ici s'aperçoit que la conversion n'existe pas et il va vous proposer de la convertir en direct live, ou alors sur des changements de statut ou sur des tâches planifiées, les conversions se sont faites en avance de phase, en asynchrone, de telle sorte qu'elles soient disponibles le plus tôt possible. Donc là, mon serveur, il est à distance, je travaille tout à distance. Je n'ai pas de viewer 3D installé sur ma machine. Et le viewer est en train de charger ma conception directement à l'écran. Donc, sur des conceptions simples, on est de l'ordre de 4 à 5 secondes sur du chargement. Et vous verrez tout à l'heure, je vais ouvrir une conception beaucoup plus lourde avec plusieurs milliers de composants. Vous allez voir que le temps est très intéressant en termes de chargement. On va retrouver à ce niveau-là les capacités, les grands classiques d'être capable de faire des rotations, de faire des translations, des zooms, des extractions. Donc ici, je retrouve ma liste de composants. Donc ça veut dire qu'à tout moment, je peux venir isoler des composants pour les refaire apparaître. On va avoir différents niveaux de zoom et quelques outils à ma disposition, notamment pour faire des coupes
Donc ici, j'ai l'outil de mesure, je vais avoir l'outil de coupe, l'outil d'éclater, et ceci de manière totalement interactive. Donc là, on va retrouver, ça c'est un produit maison, c'est Visiative qui le propose, c'est nous qui embarquons nos propres licences. Donc ce qui fait que vous n'avez pas de licence à payer, c'est inclus dans l'abonnement de Visiative PLM. Donc si vous êtes en abonnement, vous avez le droit à l'usage de ce viewer intégré. Ce viewer, aussi, on a fait en sorte qu'il respecte les environnements de Visiative PLM, c'est-à-dire que si vous êtes Visiative PLM et chez vous, non connecté à Internet, mais vous pouvez créer votre propre serveur de visualisation 3D en interne. Ce n'est pas un serveur qui est dans le web. C'est bien un serveur qu'on vient déployer. On vient déployer ce viewer sur une nouvelle machine, sur un nouveau serveur chez vous pour pouvoir y avoir accès. Donc voilà, l'objectif, ce n'est pas de vous présenter la totalité des fonctionnalités de ce viewer. Je vais maintenant vous proposer de regarder volontairement une machine qui est beaucoup plus complexe. Et vous allez voir que le temps de chargement à distance du viewer, donc pour info, cette machine comporte pas loin de 5000 composants. Et en moins d'une dizaine de secondes, je vais avoir une restitution graphique de la totalité de la machine. Donc là, on est sur une machine compacte. Et vous voyez que là, la nomenclature est beaucoup, beaucoup plus élevée que tout à l'heure. Donc, on peut faire des extractions, des mesures, des zooms, des snapshots, beaucoup de fonctionnalités déjà incluses dans l'application et que nous allons enrichir au cours des années. Maintenant, concentrons-nous sur la partie expérience utilisateur. Sur la partie expérience utilisateur, j'ai principalement préparé des petites démonstrations pour bien mettre en évidence. Déjà, première nouveauté, une refonte qu'on continue à améliorer parce que la recherche est un élément très, très important dans le système. Et vous allez voir que tout cela, on est venu travailler encore et encore le moteur de recherche. Alors, comment ça fonctionne? Vous retrouvez la recherche sur la zone supérieure. Très rapidement, ça vous présente vos dernières recherches récentes. Vous avez ici votre sélecteur de classe pour faire des recherches rapides. Vous pouvez déclencher ici une recherche full text, mais vous avez surtout la possibilité de déclencher une recherche avancée. Si je déclenche une recherche avancée, je me retrouve dans un environnement dans lequel mes recherches sauvegardées, puisque vous avez la possibilité de sauvegarder une recherche, sont présentes. Donc là, je vous en montrer une assez simple. Je cherche tous les articles vis des VTT. Je clique dessus, automatiquement, la recherche lance. Je retrouve mon élément ici. Si je clique, je veux voir les attributs, je suis ici et j'ai fait une recherche avancée et riche en disant je veux chercher des pièces du commerce dont la désignation commence par vis. Et ce qui est particulier et surtout qui va nous intéresser pour ma présentation, je lui dis je ne veux pas n'importe quel vis, je veux uniquement les vis qui sont dans la nomenclature de produits dont la désignation commence par VTT et dont les liens parents sont composés d'eux et dont le repère est égal à 001. Donc, j'ai fait une recherche qui va me mêler à la fois des éléments sur le critère de sélection de l'objet, mais aussi le fait que j'appartienne dans la nomenclature à un objet, plus en mettant en évidence des propriétés portées par le lien. Cette recherche, je peux la sauvegarder dans le système pour pouvoir la réutiliser à volonté. Si je reviens ici sur ma zone de recherche, je peux lancer d'autres recherches. Et là, volontairement, c'est un peu le même concept, c'est pour faire des recherches en mêlant les fils, les pairs, c'est-à-dire je recherche des fils. Et pour vous montrer mes critères de recherche ici, je fais sur les recherches enfants, je veux uniquement les projets qui ont comme caractéristique des risques. En plus, je veux que ce risque contienne le mot marketing et je veux que le lien qui relie ce risque à ce projet ait un niveau de gravité égal à forte. Donc là, c'est pour illustrer la capacité de faire une recherche de projet, mais en se basant, non pas comme tout à l'heure sur des objets parents, mais en se basant sur des objets enfants. Donc, je qualifie mon projet en allant rechercher, est-ce qu'il y a des liens enfants avec une gravité de type forte? Donc, ça permet de faire des recherches sur les cas d'emploi et sur les structures.
Refonte de la gestion des favoris avec une mise en conformité de la gestion des favoris du même type que vous pouviez le connaître au niveau du desktop. Donc d'ailleurs, ce sont des favoris qui sont partagés. Donc vous allez retrouver ici tout simplement votre zone de favoris sous forme de panneau avec une organisation sous forme de dossier. Vous pouvez ici créer vos nouveaux dossiers. Vous pouvez directement interagir avec les objets. Vous voyez ici, le six-scooter est dans mes favoris. Rien de plus simple si je veux l'enlever ou le remettre. J'ai juste à cliquer. Je viens de l'enlever et de le rajouter dans le dossier favoris des produits. Donc, en toute logique, j'ai bien retrouvé mon six-scooter ici. Donc, ce fonctionnement-là, par dossier, mais vous permet d'avoir un accès très rapide, utilisateur par utilisateur, à votre gestion pour pouvoir traiter vos dossiers. Vous voyez, par exemple, ici, je me suis créé un dossier avec un sous-dossier en disant, voilà, j'ai quelques documents urgents à traiter. J'ai décidé de me les mettre dans un favori de manière temporaire. Donc, nouvelle gestion des favoris avec une organisation par dossier. Au passage, vous voyez ici, directement, j'y retrouve mes activités récentes avec des informations disant, voilà, cet article-là a bien été ajouté à votre dossier produit. Je peux retrouver facilement tout ce qui est fait dans mes notifications. La gestion des menus. Donc, on est venu reprendre des concepts qui existaient à l'époque dans AWS et dans la gestion pour faciliter la mise à disposition des menus dans les apps. Maintenant, vous avez la notion de ce qu'on avait appelé l'héritage de menus. Donc, directement, je vais pouvoir ici définir, et non pas cette fois-ci apps par apps, mais plutôt relié à une classe d'objets, pouvoir définir des menus. Et c'est pour ça que vous retrouvez les menus compléments qui apparaissent. Donc, vous allez pouvoir définir des menus qui vont de manière transversale, en fonction de la classe pointée, venir faire apparaître des menus compléments comme avant. Ceci se paramètre dans SE Manager. Donc ça, c'est tellement important parce que ça permet d'éviter de passer sur chacune des apps pour aller redéfinir la gestion des menus. De la même manière, vous retrouverez ces menus ici en complément. Une petite amélioration, mais qui porte quand même un gros intérêt, c'est un automatisme qu'on a rajouté sur la standard édition. C'est pour la date de début de validité et de fin de validité sur les objets de type XBOM et toutes les classes documentaires. L'objectif est assez simple finalement. Lorsque vous déclenchez le passage au statut valide d'un objet, automatiquement, on va venir mettre à jour la date de début de validité d'un objet sur la bonne version, et sur les anciennes versions, on va venir mettre la date de fin de validité. Ce qui me permet d'avoir toujours ce couple de dates. Ce document-là était valide de telle date à telle date. Ce qui me permet, quand je regarde mon tableau de version, sans aller regarder l'historique, j'ai directement accessible dans cet historique de version, comme vous le voyez ici, les dates de début et de fin de validité. Alors, on a laissé ouvert la situation, c'est que ces attributs-là sont disponibles. Vous avez la possibilité de venir les corriger manuellement en fonction de vos droits. Soit vous considérez que c'est l'automatisme qui prévaut sur le changement de statut, soit vous pouvez intervenir de la même manière. Ce sont des attributs portés par l'objet. Donc, date de début et de fin de validité directement portés par l'objet. Historique de consultation. Donc ça, c'était une fonctionnalité qu'on avait faite en spécifique pour certains clients dans le milieu médical notamment. Tout était disponible au niveau du moteur, c'est-à-dire qu'on historisait, on historisait les consultations de documents, si ce n'est qu'il n'y avait pas d'interface pour le rendre accessible. Donc en fait, pour faire cela, on est venu rajouter directement dans le produit maintenant une tuile pour montrer l'historique de consultation. Je vais aller directement sur une classe documentaire, je vais aller sur les documents. Je vais regarder ici dans complément GED, historique de consultation des attachements. Et automatiquement, le système va me télécharger l'historique de consultation. Bon, je l'ai pris un mauvais exemple que je vais de ce pas l'ouvrir. J'ai ouvert la norme à l'écran.
et je vais regarder son historique de consultation. Voilà. Donc, on me montre comme quoi le PDF numéro tant a bien été consulté à telle date par Roman Chilo. Donc, cette fonctionnalité est quand même très intéressante. Ça permet que tout téléchargement, même l'aperçu, va automatiquement déclencher une prise d'un jeton, pas un jeton, mais une écriture dans l'historique de consultation de l'objet. Donc, cet élément-là est aussi important. Ça me permet aussi de positionner un autre élément. C'est que quand vous utilisez la fonction aperçu que l'on a améliorée, ici l'aperçu 2D, c'est qu'on va pouvoir venir verrouiller totalement le téléchargement tout en autorisant l'aperçu de l'élément. Et on est venu créer ce qu'on appelle des événements qui vous permettent d'interagir avec le système pour dire chaque fois que quelqu'un consulte un document, chaque fois qu'il change de document, pouvoir invoquer un AUPL. On a fait cette construction-là, notamment pour certains métiers comme la qualité, où on veut dire d'aller demander à la fin d'aperçu du document une boîte de dialogue pour dire êtes-vous sûr de bien avoir pris connaissance du document? Donc, on peut créer une boîte de dialogue et aller enregistrer une consultation volontaire, par définition, par un simple téléchargement. On peut même aller demander, puisque tu l'as consulté, re-identifie-toi pour bien me confirmer que c'est toi qui as lu le document. Donc, ça permet de créer des automatismes autour de l'aperçu 3D, autour de l'aperçu bureautique. Et ces fonctionnalités-là, finalement, le gros intérêt, ne nécessitent pas d'outils installés sur la machine. On est totalement indépendant des outils disponibles sur l'ordinateur. Donc, historique de consultation. Voilà, je suis arrivé à la fin de la partie présentation de la partie technique qui dure une demi-heure. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre les questions que vous avez posées dans l'ordre d'apparition, pardon. Et donc, n'hésitez pas à poser de questions et je vais essayer de répondre, voire peut-être le montrer graphiquement. Alors, je vois quelqu'un qui me pose une question. Alors, malheureusement, c'est quelqu'un qui a quitté la réunion, donc c'est un peu dommage. Bon, c'était une question technique qui était comment on fait pour monter d'une version 2024 à 2025. Ben, tout simplement, prenez contact avec votre ingénieur commercial et il va pouvoir vous aider à construire ce plan de montée de version. Une entreprise sous abonnement et sous maintenance a automatiquement le droit à la version. Bien sûr, ce qui va changer, c'est l'accompagnement pour la mise en œuvre de la version qui n'est pas compris dans le contrat de maintenance, ni dans l'abonnement. Alors, une question très intéressante qui est sur la gestion des rôles. Alors, on est ce qu'on appelle sur la gestion des rôles du mieux-disant. Le mieux-disant, c'est si j'appartiens à un rôle qui n'a pas le droit de faire quelque chose, mais que j'ai aussi le rôle qui permet de faire. Par définition, on aura le droit de le faire. C'est-à-dire que c'est le côté somme des rôles, le côté maximal. Donc, pour ne pas avoir le droit de faire quelque chose, il faut que tous les rôles auxquels j'appartiens n'aient pas le droit de faire quelque chose. Si un des rôles auxquels j'appartiens, on va considérer que c'est comme une couche complémentaire. Donc, imaginons, je peux très bien avoir un rôle qui s'appelle bureau d'études simplifié. Ça permet d'avoir un certain nombre de droits. Et par contre, j'ai référent BE qui va pouvoir venir cumuler des rôles par-dessus les rôles déjà existants que l'on a pu avoir d'une autre manière. Donc, on est sur des rôles cumulatifs en mieux disant. Donc, ensuite, c'était une question de record. Donc, je répète, le replay sera disponible. Alors, est-il possible avec le Viewer 3D de faire des comparaisons de versions de pièces ou d'assemblage? Alors, pour faire de la comparaison, ça voudrait dire qu'on ouvre deux viewers, deux CAD-BOM différents dans la même version. Alors, on ne peut pas ouvrir deux assemblages différents dans le même viewer. Par contre, vous pouvez très bien ouvrir un viewer version A de la pièce, puisque vous rangez la CAD-BOM en version A, vous rangez la CAD-BOM en version B. Donc, globalement, ils ont bien deux versions différentes. Donc, vous pouvez ouvrir deux écrans, deux viewers sur deux versions A et B ou C de votre composant. Donc, il est tout à fait possible de visualiser les deux versions en parallèle. Par contre, on ne fait pas d'affichage en disant va me montrer que les pièces différentes ou que les pièces identiques. Ça, ce sont des éléments qu'il faudra qu'on avance pour couper le viewer 3D avec des mécanismes qui sont plutôt liés à des comparaisons de structures.
Là, on est sur des enjeux un peu plus complexes d'arriver à retrouver différemment pour pouvoir mettre dans un seul élément. Alors, j'ai une question intéressante sur le desktop. Donc, on a vu beaucoup de changements dans les apps. Et qu'en est-il du desktop? Donc, le desktop, il a subi des changements au niveau de sa recherche multicritère, notamment par rapport à des actions de recherche avancée où on avait le droit d'insérer du code SQL en direct. Ça, nous avons fermé cette porte-là. Ensuite, sur cette question assez poussée de c'est quoi l'avenir du desktop, je vais être assez clair sur le sujet. L'objectif dans les années futures, c'est de dire comment on peut travailler avec une seule interface graphique sans avoir besoin d'un desktop installé. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire remonter toute l'expérience utilisateur accumulée sur le desktop, petit à petit, de la faire remonter dans le banc des apps, mais en gardant toujours à l'esprit qu'on doit travailler le côté UX, expérience utilisateur et surtout efficience dans les travaux. On ne doit pas avoir de la perte de travail parce qu'on travaille sur les apps. Donc, on fait remonter petit à petit des fonctionnalités. On a fait des études UX avec des clients qui ont souhaité participer. Donc, on a pu intégrer certains clients à des études, à des présentations pour justement montrer vers où on va. Notre objectif, il est double. Notre premier objectif est de dire comment faire pour consommer du PLM, du Visiati PLM directement dans la CO sans ouvrir le desktop. Premier objectif. Et le deuxième objectif, comment faire pour travailler sur la totalité du périmètre du bureau d'études dans les apps sans avoir besoin d'ouvrir le desktop. Nous n'y sommes pas encore, mais c'est bien la trajectoire que nous souhaitons prendre dans les futures années, c'est-à-dire comment travailler sans avoir le desktop obligatoire. Alors là, j'ai une question qui nécessite d'avoir les outils CAO de SolidWorks ou de Katia. Donc malheureusement, je ne pourrais pas répondre à la question puisque je n'ai pas de CAO installé sur ma machine. Là, on est sur un chargement d'un sous-ensemble. Alors, je ne sais pas si c'est une question qui correspond au viewer 3D ou simplement au périmètre de chargement direct Katia ou SolidWorks. Donc, pour cela, je vous invite à prendre contact avec votre avant-vente pour travailler un peu plus en amont sur la question. Je n'ai pas pu voir la question. Si ça y est, je viens de voir. Quelle entreprise vous étiez? Donc, prenez contact. Je ne suis pas en moyen de vous présenter un rangement depuis SolidWorks ou Katia. Je n'ai pas les CO installés sur ma machine à l'instant T. Donc, à partir de quand la version 2025 sera-t-elle disponible? Elle est tout simplement disponible depuis ce trimestre. Donc, on l'a sortie officiellement. On l'a sortie, je veux dire, à fin mars, pour pas dire le 1er avril. Nous avons sorti la version 2025. Elle est donc accessible. En termes de version, nous allons sortir à la fin de l'année une version 2025 édition 1, puisqu'on va encore améliorer un certain nombre de fonctionnalités pour les rajouter dans l'application. Et on va sortir à peu près tous les 6 mois une édition majeure sur la version 2025. Alors oui, les apps permettent de faire la recherche multicritère, permet de faire des recherches sur un grand nombre de recherches et la totalité des filtres sont bien côté serveur. Ce ne sont pas des filtres côté utilisateur, côté écran. Donc c'est pour ça que pour les experts, on a réécrit le service de recherche côté web, justement pour être capable de récupérer beaucoup plus d'éléments pour faire les filtres. Alors, hors périmètre viewer, la personne m'a répondu. Oui, donc ça, non. Donc voilà, pour cela, il faut que vous voyez avec un avant-vente ou un technique qui a bien tous les outils CAO installés sur sa machine. Mais là, sur ce sujet-là, il n'y a pas de nouveauté. Ça ne faisait pas partie du périmètre des nouveautés 2025. Alors, quel est l'effort en jour pour passer sur les ACL? Donc, globalement, il y a deux parties. La première partie, c'est bien comprendre les concepts et surtout quels sont les changements que ça va opérer sur votre organisation. Puisqu'à partir du moment où on change les concepts d'usage de gestion des droits, il y a quand même du temps à passer pour travailler là-dessus. Donc, première étape, on vous explique dans le détail sous forme d'atelier, voilà ce que ça va faire, comment ça va le faire.
Ensuite, on a créé un chargeur Excel qui vous permet de recharger la totalité de vos droits, justement pour aller faire une mise à niveau de vos droits suivant l'axe des ACL. Et on a aussi prévu tout un tas d'éléments de propagation pour gagner du temps. Tout simplement, vous allez pouvoir dire tout ce qui est dans cette classe, maintenant c'est cette ACL-là. Et le changement va s'opérer directement sur tous les objets de la classe. Donc, c'est relativement facile de passer sur la nouvelle concept des ACL. Ce qui est clair, et avec l'usage, on a pu remarquer qu'on divise énormément le nombre de rôles nécessaires dans l'entreprise, justement avec ce concept de rôle à étage. Ça vous simplifie la vision au niveau des ACL. Donc, moi, j'ai envie de dire, une entreprise avec un volume assez conséquent, il y a 2 à 3 jours pour bien travailler, pour bien appréhender les ACL et cette nouvelle organisation de droit. Pour un client qui vient juste de démarrer, j'ai envie de dire, c'est quasi automatique. Il n'y a pas réellement d'énergie à passer puisqu'on n'a pas trop d'historique à venir retravailler. Donc, les mises à jour, non, en fait, les mises à jour ne sont pas payantes. Ce qui est payant, ce sont le service dont vous avez besoin éventuellement pour faire la montée de version. Par contre, si vous êtes à jour de votre abonnement, vous avez le droit à la montée de version au CD d'installation des nouvelles versions. Alors, le socle technique des ACL est-il interrogeable pour créer des spécifiques si on veut? J'ai envie de dire, conceptuellement, non, parce qu'on est au niveau sécurité, au niveau du noyau. Donc, il y a certaines limites sur lesquelles on ne dérogera pas. C'est justement pour dire, on ne doit pas badiner avec la sécurité, de la gestion des autorisations. Donc, vous ne pouvez pas court-circuiter la gestion des droits. Par contre, tout ce que vous faites dans le système, puisque c'est de la sécurité qui est au niveau du noyau de la gestion des droits, vous pouvez hériter de la sécurité qui va être construite, de la gestion des droits qui va être construite. Vous ne pouvez pas déconnecter la gestion des droits. Alors, cette question-là, je ne sais pas pour quelle société c'est. Je vois que c'est Levon qui a posé cette question. Alors, comment accéder au portail PLM? Alors, le portail PLM, directement dans la présentation, vous aurez le lien vers le portail, mais si vous voulez, le support ou n'importe quelle personne de Visiatype peut vous donner accès. Alors, je pense qu'on parle bien du portail documentation PLM et non pas du portail de l'outil. Hein. Alors, y a-t-il des nouveautés sur la partie Gantt? Non, on n'a pas investi sur la partie gestion de projet. Alors, la dernière question, je ne sais pas la remettre dans ce contexte. Y a-t-il des nouveautés sur l'ouverture des objets 2D? Alors, 2D, je pense sur des rangements peut-être d'AutoCAD. Sous Creo, donc des plans PDF, des objets 2D. Qu'est-ce que vous entendez par la question 2D? Je ne comprends pas la question dans son intégralité pour bien répondre. Alors, le viewer PDF fonctionne. Oui, on est sur du 2D sous forme de PDF. Il n'y a aucun blocage d'ouvrir les 2D au format PDF. Hein. Et là, on est sur l'aperçu bureautique et pas sur l'aperçu 3D. Il n'y a pas de relation. Je ne savais pas si on parlait d'exemple de 2D sous forme DX7 ou DWG, mais si on est sur du format PDF, on est bien sur du standard. Alors, on arrive à 11h40. Vous voyez, je n'ai plus de questions à l'écran. Bon, sur ces sujets-là, on ne peut pas répondre à l'intégralité de toutes les petites. Donc, c'est pour ça que je vous demande de reprendre contact avec vos ingénieurs commerciaux. Si jamais vous avez des questions plus précises à poser sur l'accompagnement, sur des disponibilités, comment on peut faire une montée simple en version PLM, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une bonne fin de matinée. Merci à vous pour cette participation. À très bientôt.